Nelson Mandela l'affirme, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Mais ne brûlons pas les étapes. Tout d'abord, commençons par le commencement. Monsieur le directeur, messieurs, dames les jurés, opposants et témoins, bonjour. Mille merci aux personnes qui ont choisi le sujet et qui nous ont donné l'opportunité de secouer le cocotier, ébranler les certitudes mal posées et de débattre un sujet social dont l'ampleur est aussi infinie que les chiffres en maths. S'il y a bien une chose qu'on nous a inculquée au sein de notre établissement dès notre plus jeune âge, et que rien, ni personne, je dis bien personne, n'a le droit de violer nos principes. Encore moins quelqu'un qui n'a même pas le bac, qui porte un khamis, tient dans sa main un chapelet, se croit exégète et fait la misère à tous ceux qui le croisent en leur disant « ceci est makrouh et cela est haram ». Si j'essaye de concevoir votre position, je serai vite rattrapée par la réalité, car vous cautionnez les agissements d'un individu inconscient, insouciant, ignorant. Cher auditoire, nous sommes les citoyens de demain. Notre but principal, primordial, est que notre société évolue. Car sachez que la société est la base de chaque pays. Les principes sont les piliers de chaque société saine et équilibrée. Saviez-vous que mener un changement, prendre l'initiative et remettre en question des principes nécessite un bagage intellectuel ? Je vous prie de nous épargner tous les arguments de la sorte. Les diplômes, ce n'est que de l'encre sur un bout de papier. Plusieurs élites comme Einstein ont réussi à conquérir le monde sans même avoir de diplôme. Et prière d'être un peu plus conscient. Les temps ont changé. Les diplômes ne sont que des feuilles pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes. Certes, le diplôme ne fait pas la personne, mais nul ne peut nier que c'est la preuve d'un effort et la concrétisation d'un effort personnel. Cher auditoire, il me paraît que vous êtes ennuyés, donc laissez-moi vous donner une devinette. Nous sommes des personnes intelligentes, brillantes, avec un avenir prometteur. Nous rêvons d'un monde où tout le monde jouera à la table ronde, où tout le monde permettra les places avec toute joie et bonheur. Un monde où tout le monde discutera de principes et remettra en question des sujets et parlera de philosophie, de sciences, de littérature. Qui sommes-nous? N'est-ce pas vous, chers opposants? Vous êtes les mathématiciens, mais il me paraît que c'est nous qui avons l'esprit cartésien. Malgré tout, je vous accorde le bénéfice du doute. Et je prie corps et âme pour que vous changiez votre position tout au long de ce débat. Et quant à vous, cher auditoire, la balle est dans votre camp. Êtes-vous pour ceux qui sanctifient l'éducation et ses répercussions sur notre habilité à remettre en question quoi que ce soit, ou de ceux qui vénèrent le savoir-faire démunis de toute connaissance accordée, certifiée? Merci. On pense souvent à tort que l'obscurantisme est l'une de ces lointaines tâches qui a séché dans le passé de l'histoire humaine. Et je vais m'attacher ici à prouver qu'au contraire, c'est un état de choses inhérent à la société humaine et qu'il est donc et sera vraisemblablement toujours d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'aurez compris, c'est contre l'obscurantisme et les prophètes des temps modernes que nous nous érigeons. Nous, défendant l'esprit et la libre pensée, loin des sectes qui prétendent détenir le savoir, nous défendons l'espoir, car justement, l'obscurantisme est précisément l'une de ces formes obscures qui anéantissent tout espoir. Et comment pouvons-nous qualifier quelqu'un qui assujettit le droit au questionnement à l'obtention d'un vulgaire diplôme? Eh bien justement, selon Wikipédia, un obscurantiste, je cite, prône et défend une attitude de négation du savoir. Il refuse de reconnaître pour vrai des choses démontrées, il pose des restrictions dans la diffusion de connaissances, il est contre la propagation de nouvelles théories. Parfait, on ne pouvait trouver de meilleurs qualificatifs pour la position que tentons tant bien que mal de défendre nos chers opposants. Mais maintenant que j'y pense, cela veut dire que vous êtes obscurantiste. Mais quelle horreur! Un danger pour l'esprit humain! Mais bien sûr, vous ne le saviez pas.
Eh bien, c'est normal, mesdames et messieurs, parce que l'obscurantisme, justement, n'est pas un mouvement conscient. Non, nos adversaires du jour ne vous diront jamais qu'ils sont pour obscurcir la pensée, ni pour faire obstruction à la nouveauté, la lucidité, la conscience et l'objectivité. Non, parce que l'obscurantisme, justement, procède de l'inconscient, du tabou et de la subjectivité érigée en vérité, et aboutit au dogmatisme, aux fausses certitudes et au rejet de l'autre. Lorsqu'on parle du Moyen-Âge, et ère de croisade, de bûcher et d'autodafé, on pense souvent qu'on a circonscrit le cancer de l'obscurantisme, qui est résultat de toute pensée irrationnelle. Mais les faits sont tout autres. Parce que quand on observe finement, on réalise que l'irrationalité est un caractère humain profond. Et donc, on retrouve l'obscurantisme dans tous les mouvements humains qui mettent en jeu des forces d'élaboration. L'esprit humain entraîne avec lui des sédiments psychologiques qui, à la longue, forment des sortes de bancs de sable qui, derrière, vont créer des remparts contre tout ce qu'on pourrait appeler l'originalité, la fraîcheur et la nouveauté. Bref, contre tout ce qui pourrait un jour menacer de venir détruire ce château de sable âprement bâti par les défenseurs de la tour de Babel. Mesdames et messieurs, je suis au regret de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous assistons au procès de la libre pensée. Car c'est bien de cela qu'il s'agit quand vous entendez aliéner l'intelligence et le discernement, le adjoindre comme préalable l'obtention d'un diplôme. C'est bien de cela qu'il s'agit quand vous prétendez bâillonner l'entendement, opprimer l'ingéniosité et étouffer la verve humaine. C'est bien de cela qu'il s'agit, vous disent, quand vous voulez restreindre le droit de s'exprimer à une poignée de pseudo-lettrés, de soi-disant érudits qui ont bâti une réputation sur un savoir l'ivresse et sur des bouts de parchemin que vous appelez diplôme. Alors allons-y, tant que vous y êtes. Allons-y, rendez-nous le Moyen-Âge, rendez-nous l'Inquisition, rendez-nous les extractions de Robert le Bouc contre les scientifiques, rendez-nous les bûchers de Farinacci, rendez-nous les bourreaux de Hajjaj ibn Youssef, le glaive des rois omeyyades et les fosses à enfuir les Anglais vivants. C'est ce que vous voulez ? C'est ce que vous voulez? Exterminer les libres penseurs, massacrer les critiques, et puis vous cantonner dans vos petites tours d'ivoire avec vos petits parchemins placardés sur les murs de vos antres? Quel dessin sordide. Pour revenir au point que mademoiselle aura traité, mais justement, les temps ont changé. Et la valeur du diplôme aussi. Il n'y a qu'à voir un médecin qui revient après 13 ans de Russie et qui ne sait même pas lire un électroencéphalogramme. Alors repensez vos arguments. Merci. Chers opposants, pourquoi tant de méchanceté depuis le début? En fait, j'adore votre introduction, c'est très bien, mais je me demande si c'est de l'argumentation. Et vous savez quoi? Si vous étiez une classe du plan comptable, vous serez la classe des charges, la classe 6. Parce que justement, vous devez plein de dettes pour la société, vu que vous avez adopté une telle position ayant plusieurs dégâts sociaux. Chers opposants, c'est vrai que mon front dépasse à peine ce pupitre, mais mes idées dépassent largement vos horizons. Et vous avez de la chance aujourd'hui, parce que je serai votre fée, afin de vous sortir justement de l'obscurantisme de la thèse que vous défendez, et ne pas vous laisser impacter négativement toute une noble audience. Alors, vous êtes censé défendre les principes indiscutables. Avant de parler, nous devons nous poser la question. Qu'est-ce l'indiscutable d'ailleurs? C'est toute chose que rien ni personne n'osera démentir. On est d'accord. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'en 2018 et à l'époque de la liberté d'expression, il reste toujours des sujets indiscutables? Vous allez me dire peut-être les théories scientifiques. Eh bien, je vous déclare malheureusement pour vous que le Big Bang a été contré, l'évolution aussi. Une théorie n'est scientifique que si elle est discutable. En plus, de nos jours, interviewer un homosexuel est devenu normal. Adouma, patati patata, on en a vu de toutes les couleurs. La religion, la politique, l'économie sont devenus discutables. Rien que dans les débats de l'école, nous sommes passés par tous ces sujets. Et même l'horaire continue, n'est-ce pas, chers opposants? Maintenant que je vous ai éclairci votre perception du sujet, attaquons la deuxième partie.
Mesdames et messieurs, l'heure est venue de découvrir un produit révolutionnaire, une combinaison parfaite, un accord irréprochable, mieux que le mélange Rabi Jamila et Mérandina. Je vous présente le bien nommé diplôme, dont on retrouve la théorie et la pratique, qui sont là complémentaires, comme le yin et le yang. Mais vous, chers opposants, vous n'êtes pas conscients de tout ceci, et donc j'essaierai encore une fois de vous remettre sur le droit chemin en se basant sur un raisonnement logique. Quand vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'être diplômé pour remettre en question, remettre en cause, douter et essayer de changer les principes sociaux soi-disant indiscutables, vous insinuez que avoir un diplôme ou ne pas avoir de diplôme implique la possibilité de remettre en question les grandes valeurs de la société. Donc pour vous, l'absence ou la présence du diplôme ne change rien. Donc on déduit qu'à votre sens, les diplômes ne servent à rien. Chère audience, le diplôme, contrairement à ce que mes camarades pensent, n'est pas qu'un simple bout de papier que vos parents accrocheront au salon, accompagnés des yoyos de la famille. C'est l'emblème de plusieurs années de dur labeur. Et Dieu sait combien de votre temps vous avez consacré pour apprendre les formules trigonométriques. Combien avons-nous galéré pour apprendre la table de multiplication? Je suis désolée, mais je n'accepterai jamais, au grand jamais, qu'on vienne me dire que le diplôme ne vaut rien. Je vous demande gentiment de vous réveiller. Vous n'êtes pas conscient de ce que vous dites. Merci. Chers opposants, on parle des principes sociaux, pas scientifiques. Merci de relire le sujet attentivement cette fois. De nos jours, on parle de plus en plus d'une catégorie de personnes qui forcent l'admiration, sinon l'estime, des savants, penseurs ou entrepreneurs de renom arrivés au sommet de leur art de manière autodidacte, sans diplôme significatif. Au XIXe siècle déjà, Charles Darwin, avec sa théorie de l'évolution, en était le plus grand exemple. Des milliers de jeunes motivés et ambitieux, souvent victimes de la rigidité du système éducatif, ont su se former par eux-mêmes, à l'écart des institutions. Et leur réussite témoigne de l'efficacité que peut avoir ce mode d'apprentissage qui est pourtant moins facile à mettre en œuvre et moins coté que la voie royale de l'éducation supérieure. Mais quelles sont donc les caractéristiques de ce mode d'apprentissage qui leur ont permis de mieux réussir que la plupart des élèves encadrés? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre. Tout d'abord, pour bien comprendre notre sujet, nous devons nous mettre d'accord sur le terme autodidacte et donc d'autodidaxie. Dans son livre « Les nouveaux autodidactes », paru en 1998, Georges Lemaire dit que l'autodidaxie est, je cite, une démarche formative non soumise à un tiers, librement décidée et dirigée complètement par l'acteur social lui-même. Il se forme sans confier à un intermédiaire éducatif aucune des responsabilités de son apprentissage. Fin de citation. On voit donc que la principale qualité d'un autodidacte est d'être le seul responsable de sa formation. C'est à lui qu'incombe le choix des disciplines à traiter, la recherche des sources d'information, le maintien de son rythme de travail et puis la validation de ses acquis. Cela fait beaucoup pour un seul homme, mais ceci a le mérite de l'épargner de nombreux défauts du système éducatif, surtout dans notre pays. Aujourd'hui, les élèves ne sont plus intéressés que par l'obtention du diplôme, afin qu'on les laisse tranquilles et qu'ils puissent enfin tout oublier. Pardonnez-moi, mais ce mode d'apprentissage n'est pas naturel, car les élèves sont poussés à étudier superficiellement et à contre-cœur, rien que pour décrocher le fameux sésame qui leur ouvrira toutes les portes du monde professionnel. Mais où est donc l'esprit critique ? L'ambition, la méthodologie, l'inspiration, l'art de poser de bonnes questions, l'esprit de recherche. Où est donc l'esprit tout court? Diplômé? À la bonne heure, c'est bien ce que l'on veut tous, non? Mais on ne vous permet point de prétendre, ou pire encore, d'associer la sagesse de l'âme et la pudeur de l'être, que rares sont ceux qui peuvent se la décrocher à un simple bout de papier, aberrant, inutile, voire même absurde, nommé diplôme. La sagesse, c'est inné. La critique, elle, est acquise, non par le bourrage de crâne insensé que vous appelez enseignement. Dès le début de ce débat, je sens quelque chose. Ah oui,
c'est votre potentiel en cinéma. Si j'étais un cinéaste, j'aurais pu vous donner une étoile dans le Walk of Fame. Mais puisque je ne le suis pas, je vais me contenter de vous inviter de lire non pas The Walk of Fame, mais The Hall of Fame du site Autodidactic Press, dans lequel vous trouverez des milliers de jeunes autodidactes qui ont pu marquer la société. Merci. Mes chers opposants, vous vous concentrez sur une partie du sujet et vous négligez les autres propos du sujet indiscutables. Donc ne soyez pas de mauvaise foi, s'il vous plaît. Ensuite, vous avez parlé de certains autodidactes, mais vous oubliez que l'exception ne fait pas la règle. Loin de l'idée de vouloir vous froisser, chers opposants, mais je vois que vous n'avez pas recherché la polémique Sahih al-Bukhari, fin d'une légende. Eh bien, écoutez-moi et laissez-moi vous éclaircir quelques propos. Rachid Aylal, humble citoyen comme vous et moi. À l'entendre parler, on a l'impression que c'est une personne mesurée, qui est avec un vocabulaire plutôt riche. Il sortit un livre où il remet en doute des hadiths attribués à notre prophète Mohammed, écrites par al-Bukhari. Je tiens à vous informer que Sahih al-Bukhari est l'un des plus grands recueils des hadiths. Mais qui peut bien être ce fameux Rachid? Eh bien, permettez-moi de le dire, il n'est rien plus qu'un imposteur, car il ne remplit aucune, et je dis bien aucune qualification d'une personne qui pourra remettre de tels propos. Car si on le souhaite, il faudrait avoir appris 73 par cœur, avoir lu et assimilé la biographie de notre prophète Mohammed et de Jésus et de Moïse. Ironie du sort, eh bien, sachez-le que lors d'une interview, il a confirmé lui-même et de son plein gré qu'il ne connaît même pas le contenu exact du Coran. Et le plus absurde de toute cette histoire, c'est qu'il a quitté l'école à 13 ans. Donc il n'a aucune diplomation et aucune faculté. Et pour vous montrer que j'ai raison, l'État a censuré son œuvre. Chers opposants, en défendant cette position, vous donnez raison à des personnes ignorantes, à des incapables, à des femmes qui se croient tout permis. Et vous insinuez, si dès demain quelqu'un vient toquer à votre porte et viole vos principes en vous disant que mentir c'est bien, vous lancez un très beau discours, mais très vite, comme le vôtre d'ailleurs. Vous le croirez, naïf que vous êtes. Dieu merci, ce n'est pas notre cas. Parler, c'est bien. Avec des preuves concrètes, c'est encore mieux. Permettez-moi de vous présenter quelques statistiques, et je sais bien comment vous raffolez des chiffres. Selon le 360, plus que 26% des députés marocains au Parlement n'ont même pas le bac. Et en 2016, on a fait un vote à huis clos pour savoir s'il fallait augmenter le budget de l'éducation. Et vous savez quoi? Parmi 395 députés, deux seulement ont voté pour, alors que l'éducation est l'un des piliers de chaque pays développé et du développement. Je tiens à vous préciser, les deux sont diplômés. Alors si les personnes qui sont censées instaurer des bons principes sociaux ne sont même pas diplômées, et si vous leur donnez raison, pire, vous les encouragez. Ne vous demandez pas pourquoi le développement de notre pays est si lent. Ne vous plaignez pas si des filles se font agresser, tabasser, voire même violer, car elles mettent des jupes, ou tout simplement car elles ont utilisé un moyen de transport commun. Conclusion. Certes, il est vrai que pour réussir dans la vie, il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour réussir dans la vie. Mais il est difficile, voire même impossible d'impacter les gens et d'essayer de changer leurs principes. Merci. Chers opposants, évitez de parler mathématiques car on risquerait de vous battre sur notre terrain. Mais puisque vous insistez de parler maths, parlons maths. Alors, il y a une petite formule, une très intéressante formule en maths qui vous échappe. Si on reformule le sujet, une notion mathématique, pas de diplôme, implique ne pas pouvoir remettre en question.
sa négation, il existe des non-diplômés qui peuvent remettre en question. Donc, si on prouve cette proposition vraie, on a déjà prouvé notre thèse. Je sais, je cours le risque de répéter une phrase 1000 fois ressassée derrière ce pupitre par mes actuels et anciens camarades, mais je cours le risque. Je voudrais donc dire à quel point je suis fière d'être ici, aujourd'hui, devant vous tous, et de participer, que dis-je, de pérenniser cette tradition des grands débats El Araki, devenue un emblème de notre établissement. Un rituel, ou devrais-je dire un culte non seulement intramuros, mais dont le rayonnement se fait remarquer aux quatre coins du Maroc, voire du monde. Eh bien, figurez-vous que ces grands débats El Araki sont le plus grand argument en faveur de notre thèse. L'illustration la plus manifeste qu'on ne peut limiter la pensée dans le carcan du diplôme, qu'on ne peut brider l'esprit assoiffé de questionnement, avide d'heuristiques. Voyez-vous des diplômés dans les rangs de nos camarades? Et pourtant, ces débats nous offrent depuis plus d'une décennie l'occasion de nous interroger sur le monde qui nous entoure, de changer de point de vue, de faire des hypothèses, de tenter de trouver des explications, de s'évertuer à donner des solutions. C'est ça l'esprit El Araki. Nos camarades le prouvent tous les jours dans les écoles, dans les grandes écoles. Le diplôme, certes, c'est important, professionnellement parlant, mais ça reste un parchemin, une peau d'âne sans valeur s'il n'est serti d'un esprit vif en perpétuel questionnement. La liberté d'expression qu'on nous enseigne ici est la force solitaire d'extraire du chaos de sa propre vie la poignée de lumière suffisante d'éclairer un peu plus loin que soi, vers l'autre là-bas, quand nous sommes égarés dans le noir. Libérés des pressions institutionnelles, nous avons le champ libre pour mener nos recherches là où bon nous semble. Ici, entre ces murs sacrés, on nous apprend à ne pas suivre le chemin conventionnel et archaïque de l'étudiant totalement encadré et qui doit se concentrer sur l'obtention du diplôme. Nous nous imprégnons alors d'une créativité abondante qui nous permet d'innover et de développer nos propres styles. Ce qui nous donne la chance d'aborder notre sujet sous plusieurs perspectives et donc plus de chances de voir des choses qui auraient échappé aux experts. Ce profil qui nous distingue souvent parmi nos pairs nous permettra alors d'avancer, oui, d'avancer. Et moi qui pensais que l'obscurantisme du Moyen-Âge a pris fin, mais c'est avéré maintenant, d'après ce que vous avancez comme argument, qui n'a changé que de nom, le XXIe siècle. Et on se demande pourquoi la société recule au lieu d'avancer. En vous entendant, je comprends pourquoi. L'enseignement ne vise plus à façonner les esprits, mais à les formater de telle façon à ce qu'ils fonctionnent comme des disquettes en emmagasinant le maximum de données sans forcément les assimiler, ou encore moins les approfondir. Belle réussite, la société. Au Moyen-Âge, au lieu de parler de trois ordres qui sont les nobles, les chevaliers, les paysans, nous sommes en train de parler maintenant de la hiérarchie, des diplômes. Nous naissons tous avec un potentiel de créativité immense que nous nous imprégnons tous les jours à gâcher, à saper, à saboter d'année en année pour finir par produire des individus standardisés, prêts à mettre en boîte et à exécuter les ordres d'un système auto-reproducteur qui ne fonctionne vraiment que pour une certaine élite. Aïe, 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 comme je manque de mots à qualifier cette situation. Mais bon, merci la société, merci le système éducatif, merci le diplôme et merci à nos chers opposants de nous ramener à l'ère de l'esclavage des idées. Ah, j'ai failli oublier une remarque très importante. Al-Bukhari, fin d'un mythe, pas d'une légende. Décidément, on ne doit pas seulement vous convaincre, mais aussi vous corriger. Chers opposants,
Sachez que ce n'est pas parce que vous parlez beaucoup que vous parlez bien, car on l'a remarqué, vous faites de très longues interventions pour au final, permettez-moi de le dire, ne rien dire. Ensuite, mensonge et calomnie. Voilà comment vous devriez surnommer vos interventions aussi vides que le néant. Et vous savez pourquoi vous défendez une telle position? Parce que vous pensez que le diplôme, c'est une sorte de finalité, un but ou un terminus, alors que non, ce n'est du tout pas ça. Le diplôme, c'est tout simplement une munition avec laquelle vous devez... une munition que vous devez avoir pour affronter les épreuves de la vie. Ensuite, chers opposants, les grands esprits discutent les idées, non pas les personnes, contrairement à vous. Bon, ce que je déteste par-dessus tout dans la vie, c'est quand il pleut. Mais ce que je déteste encore plus, c'est lorsqu'on qualifie une thématique d'indiscutable. Mais bon, vu que je ne suis pas bornée et étant même une personne très curieuse, je me suis intéressée à l'étymologie de ce mot. Indiscutable. J'ai vite abandonné. Je me suis rendu compte en fait que le sexe, la religion, la politique et j'en passe ont été considérés comme infrôlables, intouchables et inviolables à une période précise. Oui, à une période précise, jadis, à l'époque de Jeanne d'Arc, quand femme rimait avec infâme et quand homosexualité rimait avec péché. Une époque où Galilée a été condamné car il ne disposait pas de preuves concrètes du mouvement terrestre. Non, je refuse que vous nous rameniez au Moyen-Âge, car je suis au XXIe siècle. Un siècle où il est normal, complètement normal, de voir quelqu'un qui ne prie pas sans être choqué. Où le mariage pour tous est devenu commun. Où la femme peut devenir footballeuse, médecin légiste ou encore procureur. Une époque où on peut remettre en question la théorie de la relativité d'Einstein librement. Je suis... Non, excusez-moi. Nous sommes le fruit des efforts de Simone de Beauvoir, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Des personnes qui se sont battues, qui ont défendu leurs convictions ardemment pour l'égalité des sexes ou raciales. Des personnes éduquées, des personnes instruites, des personnes diplômées, je dis bien diplômées, chers opposants. Vous ne me croyez pas? La première était philosophe, le deuxième était pasteur et le troisième était avocat. Car le diplôme, croyez-moi, c'est bien plus qu'un vulgaire bout de papier. Le diplôme, c'est l'aboutissement des dires de vos parents, des efforts de vos enseignants. Mais surtout, et avant toute chose, l'aboutissement de vos ambitions, car vous avez réalisé tout ce qui est beau, vous avez réalisé l'impossible, vous avez réalisé l'inimaginable. Ce même diplôme vous promettra mondes et merveilles. Il vous ouvrira les portes vers un avenir prometteur, un emploi bien rémunéré. Mais pas que. Ce même diplôme donnera de la valeur à votre opinion et à votre personne. Vous porterez un message poignant, vous aurez un impact, un réel impact sur les gens. Car si tu n'as pas de diplôme, ne viens pas me critiquer, me donner des leçons ou me remettre en question. Si tu n'as pas de BTS en esthétique, ne viens pas me dire que mes sourcils sont mal épilés ou que mes racines ne sont pas faites. Tu n'as pas la légitimité de le faire. Et quand bien même c'était vrai, je ne t'écouterai pas, je ne te croirai pas, car tu n'as aucune attestation de ta réussite. Alors, si après tout ceci, si après tout ce que je viens de dire, vous persistez à penser que le diplôme n'est pas nécessaire et que tout le monde peut remettre en question tel ou tel principe social, alors je lève le drapeau blanc. C'est au-dessus de mes forces. Après tout, je ne suis pas obligée de remettre en question vos arguments vu que je ne suis pas diplômée. Merci. Pour amorcer ma contribution au débat d'aujourd'hui, je tiens à vous informer, mes chers camarades, qu'avoir un diplôme n'est pas la condition sine qua non pour mettre en question les principes d'une société quelconque. La preuve est le présent débat, au cours duquel je veillerai à illustrer notre thèse par des exemples concrets et éloquents qui ont effectivement existé. Mon objectif est la remise en question d'une idée préconçue, à savoir que seul un diplômé est à même d'opérer des changements dans une société. Ce qui est totalement erroné. Je prends à titre d'exemple l'éminent Mohamed Abid El-Jabiri. Mais n'était-il pas diplômé? Eh bien, j'en suis conscient. Mais permettez-moi de vous surprendre, mesdames et messieurs.
car il ne l'a pas reçu qu'après avoir élaboré plusieurs théories sociales. Oui, mesdames et messieurs, un grand monsieur dont le souci n'était pas de rénover la pensée, mais de la critiquer. Selon le sens épistémologique du terme là, cela ne veut pas dire le doute, mais la mise en crise, et de la mettre au défi vis-à-vis son actualité et son passé. Ce monsieur, plusieurs fois nominé, dont je cite le prix de Bagdad en 1992, prix maghrébin en 1995, n'avait aucun diplôme quand il a commencé son critique. Et pourtant, il a pu critiquer la pensée de 400 millions de personnes. Oui, mesdames et messieurs, 400 millions de personnes. Alors ne venez pas me dire que seul un diplômé est à même de critiquer des principes d'une société quelconque. Je prends un autre monsieur, un autre grand monsieur, un témoin, mais cette fois hors de nos frontières. Je nomme Pierre Bérégovoy, qui, avec un simple brevet au collège, a pu, pas à pas, gravir et arriver à sa nomination comme Premier ministre. Oui, mesdames et messieurs, Premier ministre en France, à l'année 1992. Ce monsieur, grand politicien, qui a pu bouleverser la France par des réformes constitutionnelles qui sont montrées intéressantes par rapport à la classe ouvrière dont il est issu. Si je ne craignais de vous abattre d'exemples, je vous aurais cité d'autres, car en politique, ce ne sont pas les autodidactes qui manquent. Mais je m'en tiendrai ici, pour le moment. Oh, chers opposants, que vous êtes malins. Vous ne complétez pas les citations afin qu'ils soient en votre faveur. C'est intelligent, mais ce n'est pas pratique. Et deuxièmement, si vous pensez que le diplôme n'est pas si important, que faites-vous là? Et troisièmement, chers opposants, 3 exemples sur des milliers ne vaut rien. Et sachez, chers opposants, que si vous défendez cette position plus qu'absurde, c'est que vous avez certainement séché vos cours d'histoire au collège. Mais comme je suis gentil comme tout, je vais vous faire un petit rappel. L'Europe, le continent que des jeunes Marocains visent pour au final atterrir à Kaboul. Ces jeunes Marocains fantasment sur le passeport rouge. Pourquoi? Ce n'est ni pour les jolies filles, encore moins pour les beaux barbus ténébreux, mais c'est pour la sensation d'être au sein d'une société développée, une société qui a su renaître de ses centres. Et s'il y a bel et bien des personnes à qui l'Europe doit sa reconnaissance, ce sont des personnes instruites, cultivées, diplômées, qui ont réussi à civiliser l'homme avec son environnement en se basant sur la raison humaine. Les philosophes des Lumières. La clé de leur succès, leur diplôme, c'est aussi simple que 1 plus 1 est égal à 2. Et comme vous l'avez remarqué, d'ailleurs vous l'avez cité, depuis le début j'essaie de parler votre langage, et donc permettez-moi d'être un petit peu égoïste, nous allons parler économie. Donc si vous perdez le fil, je m'en excuse. Chère audience, la première séance d'organisation consiste à définir l'entreprise comme étant un système qui regroupe des organes hiérarchisés en interrelation entre eux avec de différentes fonctions, tout comme la société. Donc, associant l'entreprise associant l'entreprise à une société. Ces organes se divisent principalement en 3. L'apporteur du capital, qu'on va associer au roi ou au président du pays, les dirigeants qu'on va associer aux diplômés, les ouvriers qu'on va associer aux non-diplômés. Supposons que je vous donne raison et que notre société adopte votre position. Les ouvriers qui n'ont qu'un savoir-faire limité, qui n'ont jamais fait d'études sur la gestion humaine, sur les relations commerciales, sur la motivation personnelle, commenceront à remettre en question la qualité de la consommation en amont. Ils remplaceront le réseau PERT par un calendrier simple. Et guess what? 10 years later, on n'aura plus d'entreprise. On n'aura qu'une simple épicerie et Noufel et Ayman seront les PDG. Avant de finir, chère audience, rappelons-nous toujours la devise de notre école. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux qu'aujourd'hui. Et je vous assure que si nous donnons raison à mes chers opposants, nous réaliserons tout le contraire de cette devise. Merci.
Quand M. Nizal m'a annoncé que nos adversaires étaient économistes, je me suis sentie dans un tel état d'euphorie. Je les voyais déjà nous parler de grands intellectuels qui font l'objet de leurs cours au quotidien et qui ont chamboulé l'organisation de la société. Des Weber, des Engels, des Keynes et bien d'autres. Mais il faut dire qu'après vos 18 minutes d'intervention, je tombe des nues. Je me demande même si M. Nizal n'a pas fait d'erreur. Ah, monsieur, vous êtes sûr? C'est des économistes? Bah, mettez-moi quand même dans le douter, parce que défendre une telle position quand le père de votre science a échoué à se faire une place à l'université, c'est quand même chaud, hein? À moins que vous sachiez même pas de qui je parle. Mais de Karl Marx, voyons. Vous venez à renier votre père maintenant. Quels enfants ingrats. En tout cas, comme vous l'aurez bien compris, mesdames et messieurs, Karl Marx n'a jamais eu de diplôme en économie, encore moins en sociologie ou en philosophie. Et pourtant, ce grand idéologue a chambardé le système, a renversé la vision conditionnée de la société et mis en place plus d'une théorie sociale. Après l'économie, la littérature. Et bien, il paraît que nos professeurs se sont abstenus de nous dire qu'Émile Zola a été recalé 2 fois au bac. Petit cachotier, vous étiez retenu par le secret professionnel, hein? En tout cas, sans bac, l'auteur des Rougon-Macquart n'a pas pu accéder à un cycle universitaire. Et pourtant, tout au long de sa vie, ce self-made man a épousé la cause du petit peuple, s'est engagé en faveur des opprimés. Rappelez-vous qu'il avait pris parti dans l'affaire Dreyfus et s'est engagé et s'est mobilisé pour le triomphe de la justice et de la liberté. Sans oublier Martin Luther King, qui avec son célèbre I Have a Dream et sans aucun diplôme, a réussi à libérer la communauté afro-américaine. Descartes aussi, qui a révolutionné la pensée sans aucun diplôme en philosophie, ou encore moins en sociologie. Et puis tant d'autres intellectuels qui ont réformé la société sans ce vulgaire pot de papier que vous appelez diplôme. Comprenez bien, mesdames et messieurs, qu'un intellectuel du genre ne peut se réfugier dans le petit monde académique où il s'enchante lui-même de lui-même sans pouvoir inquiéter qui que ce soit de quoi que ce soit. Et puis, parce que, faut comprendre, un intellectuel, ça critique. Un intellectuel, ça se dresse contre ceux qui oppriment. Un intellectuel, ça résiste aux séductions de l'intégration. Un intellectuel, ça refuse de se renier avec pour seul slogan, il est interdit d'interdire. Et puis, pour finir en beauté, et comme l'aura si bien dit Justin Gardner dans son best-seller de philosophie, Le monde de Sophie, l'esprit peut traverser des portes d'acier. Aucun tank ni aucun bombardier ne peut détruire quelque chose fait d'esprit. Je l'ai bien fini celle-là? Vous êtes sûr? Je l'ai fini celle-là. Comme ça, vous ne direz pas qu'on n'a pas fini nos citations. Après, la question maintenant que je pose est comment, chers opposants, voulez-vous aller à l'encontre des lois de la nature? Merci. Chers opposants, vous parlez de 1992, donc du siècle dernier. Visiblement, vous avez oublié qu'on était en 2018. Ensuite, le livre Sahih al-Bukhari, Fin d'une légende, a été publié en arabe. Donc, Sahih al-Bukhari, Nihayat Ostora. À vous de savoir si Ostora en français c'est mythe ou légende. Ensuite, chère audience, non, ou plutôt, chers opposants, vous êtes d'excellents débatteurs et c'était un plaisir de débattre contre vous aujourd'hui. Le problème, c'est que vous vous voilez la face, pour ne pas dire que vous êtes complètement frappé de myopie. Car si vous pensiez vraiment que le diplôme n'avait pas une si grande importance, vous ne seriez pas là à débattre dans l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, école du Maroc. Après tout, chère audience, ce n'est pas plus mal que ce débat se termine, car tout le monde s'accorde à penser que nos chers opposants savent, et vous le savez, que le diplôme est primordial, car sinon, vous n'aurez pas été parmi nous aujourd'hui. Merci. Chers camarades, vous vous focalisez tellement sur votre physique que vous vous permettez de rapporter l'esthétique aux principes de la société. Désolant, vous formez les leaders de demain. Mesdames et messieurs, pour conclure, tout en faisant plaisir à notre cher camarade, mes camarades et moi souhaitons faire preuve de la bonne écoute des arguments très pertinents de l'équipe adverse et voulons faire preuve de notre bonne écoute et notre bonne foi. Et pour cela, nous avons fait un petit résumé de l'ensemble de leurs interventions qui est le suivant. Peu importe vos croyances ou vos principes politiques ou sociaux, chère audience, honorable jury, le système mis en place dans notre monde libre repose sur l'accord tacite d'une sorte de contrat. Passé avec chacun d'entre nous, dont voici les grandes lignes.
J'accepte la compétition comme base de notre système, même si j'ai conscience que ce fonctionnement engendre frustration et colère pour l'immense majorité des perdants. J'accepte l'exclusion sociale des marginaux, des inadaptés et des faibles, car la prise en charge de la société a ses limites. J'accepte que le pouvoir de façonner l'opinion publique, jadis détenue par les religions, soit aujourd'hui aux mains d'affairistes non élus démocratiquement et qui sont libres de contrôler les États, car je suis convaincue du bon usage qu'ils en feront. J'accepte de considérer notre passé comme une suite ininterrompue de conflits, de conspirations politiques et de volontés hégémoniques, mais je sais que tout cela n'existe plus aujourd'hui, car nous sommes au summum de notre évolution et que tout ceci n'existera plus, car les seules règles régissant notre monde sont la recherche du bonheur et de la liberté des peuples, comme nous l'entendons souvent dans nos discours politiques. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous, détenteurs du savoir institutionnel, gardiens du temple de la soi-disant connaissance, mandarin des temps modernes, vous ne faites pas le poids devant l'exaltation de l'esprit humain. Vous ne réussirez jamais à en éteindre la flamme. Vous ne parviendrez jamais à le brider et vous n'arriverez jamais à en faire le vassal de votre savoir, car interroger, remettre en question, c'est inhérent à sa nature. Merci.